Donc j'introduis ce petit parcours autour des sneakers, vu par un angle un peu différent de celui que Franz Mani avait déjà abordé. Et donc, pour ma part, je vais m'intéresser à la période qui est avant les sneakers. Voilà. Donc je suis préhistorien, paléoanthropologue, et donc je suis intervenu dans l'exposition Sneakers à la demande de Franz Mani, que je remercie d'ailleurs très chaleureusement pour cette invitation, pour essayer d'apporter un regard d'anthropobiologiste, puisque la paléoanthropologie fait partie de l'anthropologie biologique, et donc un regard sur le temps long. Et concernant une de mes spécialités, enfin ma spécialité, pardon, qui est l'étude de la marche bipède et de ses origines et de son évolution. Et donc c'est à ce titre que j'ai intégré ce joli projet d'exposition Sneakers. Et donc voilà pourquoi je suis là, voilà pourquoi j'ai travaillé sur cette expo. Et avant de commencer le propos proprement dit, je voulais associer aux quelques éléments que je vais présenter aujourd'hui Antoine Perrier, qui est docteur en biomécanique à la PHP, Chris Dout, qui est professeur à l'Université de Liverpool, et Martin Fries, qui est maître de conférence ici en éco-anthropologie, pour avoir contribué à divers titres au travail sur l'exposition et sur la partie, en tout cas, que j'ai eu le plaisir d'animer. Certains des éléments, d'ailleurs, qu'ils ont produits seront dans cette conférence. Donc, en tant qu'anthropobiologiste, hein, si j'avais eu un objectif unique, c'est de rappeler un fait, c'est que dans une basket, il y a un pied. Ça a l'air de rien, mais c'est pas anodin. Il y a un individu, et que, donc, quelque part, ce contact pied-basket, son nouvel environnement physique, est susceptible d'avoir un impact sur cet individu. Ça se voit, ça sera évoqué d'ailleurs par Jean, après, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, anthropologie au sens habituel, mais ça a aussi potentiellement un impact anatomique, potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il y en a un, mais potentiellement il y en a un, sur l'anatomie, sur la fonction. Et donc, je voulais, dans le cadre de mes interventions, ponctuellement attirer un petit peu l'attention sur ce qu'est l'anatomie du pied, sa complexité et son fonctionnement, ce à quoi sert ce pied. Donc la fonction qui est la fonction locomotrice et pour nous, marche bipède. Amener une réflexion sur le temps long. La bipédie, elle existe depuis longtemps, 7-8 millions d'années de manière significative, mais bien plus encore, puisqu'elle existe chez tous les primates actuels. Mais cette bipédie habituelle et ce pied, dans sa forme telle que nous la connaissons aujourd'hui, depuis quand existe-t-elle? Sous-entendu, est-elle amenée ou a-t-elle changé beaucoup et est-elle amenée à changer encore dans sa structure, voire dans sa fonction? Et évidemment, depuis quand les premiers chaussons? Puisque l'expo c'est la sneakers, donc c'est un chausson parmi d'autres. Donc la question que je voulais un petit peu aborder, c'était depuis quand les premiers chaussons existent. Et face à cette question autour du chausson, revenir au départ, c'est-à-dire qu'en tant qu'anthropobiologiste, on travaille sur la variabilité du pied, enfin, s'agissant du pied, de la variabilité, de la diversité que l'on rencontre aujourd'hui, diversité anatomique et fonctionnelle, et c'était un moyen de contrer, ou disons de mettre, non pas en opposition, mais en confrontation, la donnée des baskets, c'est-à-dire une basket standardisée, produite de manière en grand nombre, donc avec des standards de dimensions donnés, et la variabilité du pied telle qu'elle se révèle aujourd'hui. Voilà. Est-ce que c'est totalement compatible? Et éventuellement, quels sont les efforts qui sont faits dans le sens de rendre cela un peu plus compatible? Et donc voilà, la question qui se pose à la fin, c'est est-ce que les caractéristiques des baskets aujourd'hui répondent bien à cette variabilité anatomique? Donc, dans une sneakers, il y a un pied.
c'est la chaussure que j'ai, c'est mon pied également. Un pied donc avec de la chair. Hein, vous avez une imagerie tridimensionnelle qui a été acquise à l'hôpital de Garches dans le service d'imagerie du professeur Carlier. Et donc vous avez vu la chaussure, maintenant le pied à l'intérieur de la chaussure, et là son squelette. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à au niveau de ce squelette dans la chaussure. Ce pied, dans sa structure générale, dans sa structure générale, le pied humain, qu'est-ce qu'on lui trouve? On lui trouve une voûte plantaire, donc c'est assez connu. Elle est marquée au niveau osseux, elle est toujours marquée au niveau osseux, mais elle est plus ou moins marquée au toucher, si vous voulez, ou quand vous marchez dans le sable, on la voit de manière plus ou moins marquée. Tout dépend évidemment des autres tissus, notamment des tissus qui se trouvent sous la plante du pied. Mais voilà à quoi ça correspond, un pied, avec un talon à l'arrière et puis une zone d'appui à l'avant, et entre les deux, une architecture en forme de voûte plantaire. Et puis un pied humain, quand vous le regardez, c'est le même pied, hein, vu de dessus. Bien, vous avez cette structure avec des orteils relativement parallèles et ce dont vous vous rendez compte, c'est une multitude d'articulations entre chacun des os. Et donc le contendant, c'est-à-dire la chaussure, est susceptible d'agir sur ces articulations. Cette structure du pied humain, elle ne se résume pas au squelette. Hein. Le squelette, il est animé, il est piloté, il est contraint, il est guidé sur un pied par un ensemble de tissus, qu'on va appeler les tissus mous, et qui sont à la fois des tissus musculaires, comme ceux-ci, qui sont des muscles qu'on va appeler intrinsèques du pied, c'est-à-dire qui sont des muscles propres au pied, qu'on ne trouve que dans le pied. Et puis il y a d'autres muscles qu'on appelle extrinsèques, qui sont au niveau de la jambe et qui viennent s'insérer au niveau du pied. Et puis au-delà de ces muscles-là, on a des tendons et des systèmes de soutien ligamentaires et aponévrotiques, c'est-à-dire des tissus de collagène, qui viennent maintenir la cohésion de ce pied. Et donc tout ça fonctionne ensemble. Fonctionne pourquoi? Pour se déplacer en bipède. Donc là, vous avez une image fameuse de Muybridge, hein, d'une marche bipède d'un homme que l'on voit évoluer de manière, en vue latérale. Donc une marche bipède qu'on connaît tous et qui commence au niveau du pied par un contact. Alors c'est fait à l'envers, mais bon, c'est fait exprès pour la description des mouvements. Donc qui commence par un contact du talon, un appui du pied plantaire, et puis un décollement du pied, ce pied qui reste bien rigide, voilà, jusqu'à une flexion des orteils. Donc voilà un peu comment se déroule la phase d'appui du pied. Et cette phase d'appui, on peut la caractériser de cette manière. On laisse une empreinte au sol, avec deux zones d'appui principales, une au niveau du talon, une au niveau de l'avant-pied. Et donc avec un déroulement de la phase d'appui, alors c'est plus qu'au ralenti là, hein, mais ça donne au moins le temps de voir les choses. Donc un appui arrière et puis antérieur, jusqu'à une poussée, vous allez voir, dans le gros orteil, hein, qui va changer un petit peu de couleur. Voilà. On décolle le pied, en principe, c'est un modèle à peu près moyen, mais l'appui du pied se fait de cette manière. Mais ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que là, vous avez un pied qui était en l'occurrence le mien, hein. Et ici, vous avez d'autres pieds d'humains, d'ici et d'ailleurs, ayant ou non porté des chaussures. Le mien porte des chaussures depuis toujours. Et donc, vous voyez cette morphologie de pieds, qui sont toutes totalement fonctionnelles, même pour certaines bien plus performantes pieds nus que le nôtre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce sur quoi j'aime bien poser, ce que j'aime bien proposer au public pas spécialiste de ces domaines-là, c'est que voilà, ces pieds-là, ce sont des pieds humains, totalement fonctionnels, mais bien différents probablement du vôtre. Voilà. Alors ce pied, dans sa structure générale, là je vous parle du pied humain, mais ce pied dans sa structure générale,
C'est un pied qui est un pied de primate. En plus court, un chimpanzé et un gorille ont un pied qui est composé exactement, quasi exactement, des mêmes os, des mêmes muscles que le nôtre. La différence est dans l'agencement. Donc on a un gros orteil qui est divergent, ça c'est un pied de gorille vu par la face plantaire. Et puis on a parfois des petites différences d'attachement, enfin d'attache, ou de nombre de tendons. Là par exemple on a 3 tendons associés ici, alors que chez l'humain il y en a 4, associés dans un même paquet. Voilà, il y a des petites différences, des différences de proportion, mais dans la structure générale c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pied-là, avant d'être ce qu'il est, il a une longue histoire évolutive derrière lui, et c'est ce sur quoi je vais m'attacher pendant 2 minutes. Parmi les primates, les primates qui composent notre famille, on les appelle les hominines. Donc ces hominines sont tous sauf des grands singes africains et des grands singes asiatiques, donc des humains et leurs ancêtres, Aurorine, Toumaï, Ardipithèque, Lucie, enfin, Australopithecus afarensis, ces australopithèques, ces paranthropes, ces premiers hommes, l'homme de Luzon, l'homme de Flores. Donc ces hominines-là, font partie de notre généalogie, de notre histoire évolutive. Et tous présentent une caractéristique, c'est qu'ils marchent en bipède de manière significative. Alors les premiers, pas autant que nous aujourd'hui, mais ils le font, ils le faisaient. Les premiers pour lesquels nous ayons des restes de pieds bien conservés, c'est l'espèce Ardipithecus ramidus, et autant il a un certain nombre de caractères qui lui permettent de marcher en bipède, ça se trouve surtout à l'extrémité des métatarsiens, on va dire à la base des orteils, autant il a d'autres traits qui lui permettent de saisir des branches, donc une capacité à l'appréhension, avec un gros orteil divergent. Mais c'est un entre-deux, c'est un primate qui est à la fois capable d'aller dans les arbres et à la fois capable de se déplacer en bipède. Mais vous voyez que vous ne lui mettriez pas une sneakers à celui-là. Donc il a quand même déjà une morphologie, il a encore une morphologie bien différente de la nôtre. C'était 4,5 millions d'années. Un petit peu plus récemment, 3,8, 3,75 millions d'années, les empreintes de l'Aetoli, découvertes par Mariliki en Tanzanie. Vous les avez certainement déjà vues dans plusieurs conférences au Musée de l'Homme, hein, mais ce sont des pistes, il y en a maintenant plusieurs, laissées par des primates qui se sont déplacés en bipède sur plusieurs dizaines de mètres. Donc vous avez 2 pistes parallèles ici, et là vous avez une de ces pistes, une de ces empreintes, numérisées, et les codes couleurs indiquent des zones de profondeur. Donc au plus c'est rouge, au plus c'est profond, et au plus c'est bleu, au moins c'est profond. Et c'est la même chose, ici vous avez une empreinte de pied humain. Et en fait, on remarque qu'il y a 3,8 millions d'années. Alors il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de discussions autour de ces empreintes, tout le monde n'est pas d'accord, mais dans leur morphologie générale, on voit qu'on n'est plus du tout dans un pied de singe, on est dans un pied d'australopithèque, et que ce pied, déjà dans sa structure générale et dans les zones d'appui préférentiel, si on part du principe que la profondeur, au plus c'est profond, au plus l'appui est important, dans les zones d'appui préférentiel, eh bien, on a à peu près la même chose. Quelque chose de relativement proche d'un pied humain. Ça a 3,8 millions d'années, donc il y a eu beaucoup d'érosion, beaucoup d'altérations depuis. Hein. Donc on ne voit pas forcément bien les orteils. On devine le gros orteil ici, en tout cas à la base. Mais vous voyez que déjà, on est presque dans un pied humain, mais pas tout à fait. Pour avoir les premiers pieds vraiment comme le nôtre, il faut attendre quasiment 2 millions d'années. Et le premier fossile à le démontrer, c'est le pied OH8, Olduvai hominid 8, trouvé en Tanzanie également par Louis Leakey, et qui est un des spécimens utilisés pour décrire l'espèce Homo habilis. Et ce pied, si vous vous souvenez du pied que je vous ai montré tout à l'heure, en vue supérieure, là il lui manque les orteils et il lui manque le talon parce qu'ils n'ont pas résisté au temps,
mais c'est un pied qui est voûté et structuré exactement comme un pied moderne. On est à 1,8 million d'années. C'est Homo habilis. On sait depuis cette découverte, qui date des années 60, que les premiers hommes remontent à un peu plus de 2 millions d'années. Et d'après les éléments osseux disponibles, tout converge pour dire qu'il y a au moins 2 millions d'années, le pied tel qu'il est aujourd'hui existait. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, en tout cas, il faut pas, le fait que le pied moderne existe n'exclut pas d'autres formes de pieds parmi les hominines. Et il y a eu beaucoup d'autres découvertes, l'homme de Néandertal, l'homme de Luzon, l'homme de Flores, Homo naledi, Australopithecus sediba, que vous voyez dans la galerie. Donc leur pied n'est pas un pied moderne. Il est différent, il est fonctionnellement très capable d'aider à la marche bipède, mais il n'est pas moderne. Mais gardez en tête que ce pied-là, moderne, il existe depuis au moins 2 millions d'années. Et ce pied, évidemment, à cette période, enfin évidemment, on ne peut pas le savoir, mais d'après les informations dont on dispose, ce pied, il n'était pas chaussé du tout à cette époque-là. Là, vous avez quelques-unes des empreintes laissées à Ileret, au Kenya, qui sont datées de 1,5 million d'années, rapportées à Homo erectus. Et donc, vous voyez, pour certaines, on voit très bien les empreintes des orteils. Et là, il n'y a aucun doute sur le fait que ces individus-là, et il y en avait beaucoup, ne portaient pas de chaussons. Et pourtant, ces individus, il y a 1,8 million d'années, ils sont sortis d'Afrique et ils ont conquis la quasi-totalité de l'Afrique, mais aussi l'Eurasie. Et ils étaient pieds nus, potentiellement. On n'a pas aucune preuve. Donc, quelque part, pieds nus, on peut aller partout. Voilà, première conclusion. Les premières preuves indirectes de possible port de chaussons, donc une enveloppe contendante autour du pied, elles ont été apportées par Erin Trinkos dans les années 2000, qui a étudié la robustesse relative des phalanges. Donc des phalanges, pour nos orteils, sauf le premier orteil, on en a 3 séries, proximales, mais intermédiaires et distales. Et donc les proximales ont un degré de robustesse en cas de port de chaussons qui est un peu plus élevé que lorsqu'on ne porte pas de chaussures, de manière habituelle. Et donc ce caractère-là, alors malheureusement, il n'y a que des graphiques qui sont absolument incompréhensibles à projeter, donc je vous mets juste la capture du résumé. Et donc cette étude-là montre que le port de chaussons semble très fréquent chez les hommes du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire des hommes modernes, mais très occasionnel chez les hommes du Paléolithique moyen, en l'occurrence, sous-entendu, les hommes de Néandertal. Donc, première preuve indirecte, chaussons Paléolithique supérieur, fin du Paléolithique moyen, et on est chronologiquement dans ce qu'on appelle le Pléistocène supérieur. On est aux alentours de 50 à 60 000 ans. Les premières preuves quasi directes de port de chaussons, elles ont été produites il y a relativement peu de temps, dans le cadre du travail de Lisiana Ledoux à l'Université de Bordeaux, avec Jacques Jaubert, Nathalie Fourmand et moi-même. Et donc Lisiana, dans la grotte de Cussac, donc l'équipe dirigée par Jacques Jaubert a découvert un ensemble d'empreintes que Lisiana Ledoux a étudiées. Elle a fait un certain nombre d'expérimentations pour essayer de comprendre l'histoire de ces empreintes, sur lesquelles elle ne voyait aucun orteil. Et son étude amène à la conclusion que les hommes de Cussac, en néo-gravétien, entre 28 et 31 000 ans, avaient porté des chaussons à l'intérieur de la grotte. Donc là, c'est la première preuve, on va dire directe. Bon, elle est encore indirecte, mais bon, on tire un peu la couverture à nous, elle est presque directe. C'est la première preuve formelle, validée par l'expérimentation, que des hommes du Paléolithique supérieur portaient des chaussons, probablement des chaussons en tissu,
Tissu au sens large, c'est plutôt en cuir, donc dans un matériau relativement souple. Il y a un petit article dans Science et Vie qui va sortir là, sur ça. Voilà. Si vous voulez avoir quelques informations complémentaires, en plus de l'article publié. La première preuve vraie, cette fois, directe, vraiment vraie, c'est la découverte, on reste dans la préhistoire, c'est la découverte de ces chaussons en cuir dans un piège sédimentaire d'une grotte d'Arménie, dans le site de Arénie 1. Donc ça remonte au Chalcolithique, et on est, il me manque un 3, donc on est à 3627, 3377 BC. Et donc, c'est la première preuve de matériel archéologique préservé attestant d'un chausson. Et donc, vous voyez, ça reste un chausson en tissu relativement souple. Donc, c'est du cuir, en peau. Voilà. Donc, ces chaussons, tout le temps de la préhistoire, autant qu'on puisse en juger, ils sont très tardifs dans l'histoire de l'humanité, puisque c'est a priori à partir de 50-60 000 ans, de manière certaine à partir de 30. Mais dans tous les cas, en tout cas les quelques arguments que l'on ait en notre possession, plaident pour des chaussons en tissu souple, donc contendant, protecteur, mais peu contendant quand même. Et donc c'est là que se pose la question, et j'ai bientôt terminé, de la sneakers. C'est qu'on a quasiment 2 millions d'années d'évolution du pied, ou de peu d'évolution du pied, donc un pied qui se maintient, qui peut être protégé par un chausson, peu contendant, en tissu souple. Et depuis quelques centaines d'années, un peu moins, ce pied, il est dans des chaussons de plus en plus contendants. Et depuis une soixantaine, 70 ans, il est dans des sneakers, pour beaucoup. Pas que, mais... Et donc, voilà, c'était un point sur lequel je voulais titiller un peu les spécialistes de sneakers. Et donc... Jean pourra m'embêter après, ou l'inversement. Et donc, ce qui est intéressant de voir, en ayant en tête cette anatomie, cette histoire évolutive, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est ce pied, qui est toujours le même, dans sa chaussure. Et si vous regardez de près, regardez les orteils, vous voyez qu'ils épousent le contour de la chaussure. Donc, ils sont contraints dans leur fonction par l'environnement dans lequel il se trouve, l'environnement immédiat. Et donc la question, alors pourquoi? Alors les chaussures sont taillées, ont une pointure qui dépend de la longueur du pied et de sa largeur. Et selon les marques, alors là je vais le dire, je sais que ça va être publié, mais on a le droit de donner des marques? On peut? Salomon, c'est français. Donc c'est cette paire de chaussures. Donc, dans cette paire de chaussures, donc, les tailles standards sont définies à partir de longueur et de largeur, souvent propres aux marques, mais souvent propres aux échantillons de référence qu'ils utilisent pour définir leurs standards. Et donc, vous voyez que je ne suis pas dans l'échantillon de référence du tout de Salomon, puisque mes orteils sont un peu contraints à l'extrémité. Donc, ça pose un petit peu la question, c'est ce qu'on a voulu poser dans l'exposition également, et il y a un graphique produit par Martin Fries qui le montre, c'est que selon les régions, selon les individus, il y a une très grande diversité morphologique, morphométrique, et que les standards des chaussures, et des sneakers en l'occurrence là, ne sont pas forcément toujours adaptés strictement à la morphologie des pieds des uns et des autres. Et donc, nous avons voulu utiliser cette exposition et les visiteurs, vraiment les utiliser, mais on leur rend un peu la monnaie de la pièce quand même, pour essayer de créer un échantillon de pied, une morphologie du pied et de fonctions associées. Et donc on a proposé au musée, donc ça a été organisé en lien avec l'équipe du musée et notamment l'équipe de médiation. Et donc nous avons organisé au sein du musée un petit dispositif expérimental qui vise à collecter des données morphologiques et fonctionnelles de pied des visiteurs de tout âge, hommes, femmes,
et qui ait eu un petit problème ou qui n'en ait pas eu. Voilà. Et donc voilà, je vous invite, et ce sera ma conclusion pour donner la parole à Jean, je vous invite à venir nous voir. En principe, c'est les mercredis. Alors, il y a des aléas liés au contexte que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ça devait être jeudi cette semaine et c'est reporté pour cause de Covid de mon collègue Antoine Perrier, qui a été à l'initiative de cette collecte. Donc, je vous invite les mercredis après-midi à passer au musée. Et si ça vous intéresse, à rentrer en collection dans les collections du muséum. Et on vous expliquera un petit peu, on vous dira tout de vous à partir de votre pied. Voilà. Pardon? Oui? Oui. Ah oui, oui. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, Antoine, pour le montrer, pour le remercier encore, parce qu'il a vraiment énormément contribué à l'Expo Sneakers, avec un scanner surfacique de pied ici qui vous permettra de repartir avec votre pied en 3D dans la poche, ou en tout cas sur votre adresse mail, si vous préférez. Et puis ici, donc, les outils de mesure, avec une plateforme qui est là, les outils de mesure du pied, donc les empreintes que vous avez vues tout à l'heure, bon ben voilà, et vous partez avec. Voilà. Ou on vous les envoie après, mais dans tous les cas, vous les avez. Et c'est anonymisé, précision importante. On ne peut pas vous tracer. Voilà. Merci. Merci Gilles, merci beaucoup. C'est toujours fascinant de voir des détails comme ça sur le pied, de voir comment on découvre. Je m'appelle Jean Leclerc, donc je suis, comme on m'a présenté, je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup chez Nike, qui est un sportif professionnel de formation. Donc j'ai été appelé, j'ai eu la chance d'être appelé en fait par le Musée de l'Homme pour cette exposition sneakers. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'être un petit peu, n'étant pas du tout un scientifique, mais connaissant ce marché-là et tout ce qui touche à l'adoption du consommateur des sneakers, j'étais là pour aider à donner, en fait, à travailler sur les choses les plus importantes dans l'explosion du monde des sneakers. Et ce qui se voit, ce qui va être important, ce qui était pas difficile, mais ce qui est toujours essentiel dans ces choses-là, c'est de savoir ce qu'on doit éditer en dehors de tout ce qu'il y a à dire. Parce que quand on commence à parler de sneakers, quand on commence à parler de pieds, vous imaginez qu'on peut très bien tenir, Gilles et moi, pendant 3 jours, et aller page par page et vous raconter tous les détails de toute l'histoire. Donc ce qu'on a fait ici, enfin ce qu'a fait Gilles et ce que j'ai fait aussi, c'est d'essayer de réduire à un élément qui va me permettre ici de vous amener sur toutes les choses essentielles qui ont créé l'engouement pour les sneakers. Et assez peu sur le côté anthropologique ou physique, mais beaucoup sur le côté de ce qu'on ressent et des émotions qu'on ressent. Et donc, j'ai choisi ce mot-là qui va se répéter, qui est la promesse. En fait, les sneakers, le marché des sneakers, le développement du marché des sneakers est surtout basé sur une promesse. Et on va voir les différentes promesses qui ont été faites. Pas une promesse, c'est plusieurs promesses. Et pour vous donner une idée, si vous y réfléchissez, pratiquement toutes les choses qui sont universelles, donc qui sont très fortes dans notre monde, qui nous font réagir, sont toujours basées sur des promesses. On va en avoir beaucoup qui vont arriver ici, qui sont les élections d'un président de la République. Ça se base toujours sur une promesse. Énormément de choses dans notre vie se basent sur une promesse. Et les choses qui ont un impact dans notre vie sont toujours basées sur des promesses. Donc, je vais énumérer ici les différentes promesses que l'industrie de la chaussure ou que le sneaker apporte et fait et crée cet engouement. Donc, je vais ici, là. Donc, la première chose, on ne peut pas parler de chaussures, de sneakers, sans avoir une photo de Jordan. D'accord, vous voyez cette chaussure, c'est Air Jordan, c'est certainement la chaussure la plus connue et une des plus vendues au monde de l'histoire. Et c'est vraiment la chaussure qui a été le point de départ et qui est toujours un élément essentiel du monde de la sneakers. Michael Jordan est un joueur de basket, d'accord, un joueur de basket légendaire. Donc la première promesse, elle est basée autour de la performance et de l'authenticité.
La plupart des chaussures qu'on appelle sneakers aujourd'hui sont des chaussures qui sont basées sur une performance passée. C'est-à-dire que là, vous avez une photo de Stan Smith, qui est un joueur de tennis professionnel, donc qui a gagné Wimbledon, qui a gagné beaucoup de grands chelems, un joueur émérite. Adidas a créé une chaussure qui était d'abord pour un autre joueur qui s'appelait Robert Hayet, mais qui a été développée avec Stan Smith. Et quand cette chaussure a été créée, le seul objectif était de créer une chaussure de tennis extraordinaire. Ce qui se passe souvent dans le côté purement performance et le débordement vers le côté sportswear, c'est l'assimilation qu'on fait naturellement entre la perception de qualité créée par la performance d'un produit. Une des industries qui marche le mieux dans ce sens-là, c'est l'industrie de la voiture. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, mais beaucoup d'hommes sont passionnés par la vitesse. Une voiture de sport les fait rêver. C'est la performance, c'est la promesse de la voiture de sport. Ce n'est pas parce qu'ils vont conduire cette voiture à 300 à l'heure, c'est qu'il y a une promesse derrière cette voiture. Dans le sneaker, on est exactement dans la même chose. Dans les sneakers basés sur le sport, c'est la promesse de performance et cette authenticité qui fait rêver, entre guillemets, les gens. Cette authenticité après qui vient du fait que ces chaussures ont été créées dans le passé, reportées par des gens qui se sont engagés émotionnellement pour cette chaussure. Donc la première promesse est une promesse de performance et une promesse d'authenticité. La deuxième promesse, qui arrivait très très tôt dans l'histoire de la sneaker, donc si vous étiez là dans la présentation de Franz Magny sur l'histoire de la chaussure, vous en avez peut-être parlé un petit peu, la deuxième promesse qui était très forte, et qui est toujours très très forte aujourd'hui, c'est la promesse communautaire. L'histoire de la sneaker est liée à je dirais, 3 événements concomitants. Le premier, c'est le début des années 80 et l'avènement du sport. L'avènement du sport, surtout aux États-Unis, où le sport s'est élevé d'une chose satellite à une chose essentielle. Et ça, c'est dû au deuxième événement, qui est le développement de la télévision. Télévision aux États-Unis, dans les débuts des années 80, 2 chaînes de télévision vont marquer l'histoire de la télévision et vont marquer l'histoire de la jeunesse de ma génération, qui sont 2 chaînes qui s'appellent ESPN, qui est une chaîne dédiée au sport, qui n'existait pas, qui est la première chaîne dédiée au sport. Aujourd'hui, c'est une chose commune. À l'époque, ça n'existait pas. Et la deuxième, c'est MTV, la chaîne dédiée à la musique. Pour ceux qui n'étaient pas encore jeunes à cette période-là, à l'époque, voir en milieu des années 80, voir de la vidéo de musique, donc de ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, on le voyait 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, 1 fois le samedi soir, 1 fois le mercredi après-midi, on pouvait voir quelques vidéos de musique. Aujourd'hui, c'est un service constant et planétaire. À cette époque-là, cette chaîne va complètement révolutionner la visibilité de la musique. Et la chaîne ESPN va révolutionner la visibilité du sport. En même temps, arrive ce sportif extraordinaire qui est Michael Jordan. Tout ça se groupe dans la même zone de temps qui crée une accélération très forte et donc une visibilité pour les produits de sport exceptionnelle. Avec, encore une fois, cet athlète qui est Michael Jordan, qui est un symbole pour toute la jeunesse de l'époque. Le troisième élément qui se passe, c'est qu'on est aussi dans une prise de conscience sociale et une prise de conscience sociale des différentes communautés, de l'acceptation du fait qu'il y ait plusieurs communautés dans le monde. Avant les années 70, pendant longtemps, il fallait suivre, il y avait un modèle. À partir des années 80, l'acceptation de différents modèles commence à arriver. Et le rap est une des plus grandes expressions de cette nouvelle communauté qui veut exister. Et le rap existe à travers la musique, à travers le sport et à travers une communauté. Une communauté new-yorkaise, une communauté de Baltimore, une communauté de Cleveland, qui font du rap. Et donc, toutes ces chaussures, ces sneakers ont permis à toute une population de se reconnaître, de se donner des codes qui étaient différents de ceux qui existaient avant. Donc ça leur donnait des codes. Et donc ces 3 éléments, ensemble, ont créé une accélération immense de la popularité de la sneaker et lui ont donné une raison d'être au-delà d'être confortable, au-delà d'être quelque chose d'un petit peu nouveau. Ça avait une présence médiatique et une présence culturelle et communautaire très très forte. Donc la deuxième chose, c'est la promesse de la communauté. Et encore aujourd'hui,
on verrait qu'il y a énormément de groupes qui portent différentes sneakers selon la communauté à laquelle ils appartiennent. Et ça, c'est très très fort. Pour les gens qui sont comme moi, qui viennent de ce métier-là, on a le réflexe de regarder les pieds, et à travers les pieds, on peut savoir quel type de goût ont les gens, ou quel type de communauté, à quel type de communauté ils appartiennent. S'ils portent des chaussures avec, je ne parle pas de porter une Stan Smith aujourd'hui, qui est une chaussure très commune, mais qui portent une chaussure un petit peu spéciale, on va pouvoir reconnaître où est-ce qu'ils l'ont eu et pourquoi vraisemblablement ils l'ont acheté. Troisième promesse, qui est une promesse qui est évidente, c'était la promesse du confort. Parce que ça, c'est une chose, et je voudrais voir, parce que Gilles montrait son pied contraint dans un Salomon. Je me demande quelle est la contrainte du pied dans une chaussure en cuir très dur, avec une semelle en cuir très dure. Je ne sais pas comment c'est, mais ça peut être extrêmement contraignant. Ce changement aussi, le confort pur pour les gens, en plus sachant que le voyage devenait de plus en plus important, donc on passait plus de temps, pas nécessairement debout qu'avant, mais on avait besoin de voyager, l'envie de voyager loin était nécessaire, la promesse du confort était là. Et ce qui a fait exploser le marché, c'est que soudainement, le confort est devenu élégant. Et ça, c'est le début, fin des années 90, début des années 2000, grâce à l'adoption des sneakers par les femmes. Encore, c'est une chose qui a fait pratiquement doubler le marché des sneakers en quelques années, parce que les femmes ont adopté les sneakers, ont accepté de porter les sneakers. Encore une fois, début des années 90, vous marchez dans la rue, vous ne voyez pratiquement pas de femmes porter des sneakers. Fin des années 2000, c'est absolument commun. C'est sur une période aussi courte, et on parlait du temps long, sur une période aussi courte, d'avoir un tel changement d'attitude et de changement de vision des choses par une communauté serait très très rare. Sur 20 ans, c'est très, très extrême. Donc l'élégance et le confort sont une autre promesse de la sneaker aujourd'hui qui est encore très très forte pour l'instant. Une autre qui vient d'apparaître, qui a commencé à apparaître dans les années, avec principalement l'expansion d'Internet, qui est aux alentours de 2010, c'est la notion de profit. C'est-à-dire que l'industrie s'est tellement développée, et de façon tellement diverse, qu'il y a une profusion de création de différents sneakers. Et vous pouvez avoir des sneakers extrêmement vendus et des sneakers extrêmement peu vendus. Ça va de 20 millions de paires par an sur un modèle à 24 paires. Donc le scope est absolument immense. Il y a des chaussures de 24 paires qui coûtent une fortune. Vous avez peut-être entendu parler de la chaussure de Jordan qui s'est vendue pour je ne sais pas combien, 60 millions, 200 millions. 200 millions, il y a une chaussure de Jordan qui s'est vendue 200 millions, qui était une chaussure d'entraînement, enfin qui portait avant de porter les premières Air Jordan. La raison pour laquelle elles sont aussi chères, c'est qu'il n'y en a que seulement 4 qui ont été faites au monde. D'accord, donc ça crée cet engouement. Cette rareté on se rapproche sur la promesse du marché de l'art. C'est-à-dire que vous avez des pièces uniques qui ont de la valeur, donc les gens spéculent. Et une des choses qui se passe aujourd'hui, si vous avez des enfants, vous en entendez certainement parler, à 15 ans, une façon de gagner de l'argent, c'est d'avoir des chaussures, de récupérer des chaussures rares et de les revendre sur Internet. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un site qui a été créé qui s'appelle StockX, qui est une espèce de bourse spécialisée dans les sneakers. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse un jour. Vous verrez, simplement, c'est la même chose qu'un site boursier. Vous avez des prix d'achat et des offres et une possibilité de mettre les gens en relation. Et ça s'est développé grâce à Internet et grâce au désir des jeunes gens de pouvoir collectionner et après ça, au-delà de la collection, de pouvoir échanger et revendre et maintenant de spéculer. Donc c'est aujourd'hui la sneaker, et ce qui crée encore plus d'engouement dans le milieu de la sneaker, c'est la possibilité en plus de gagner de l'argent en achetant des chaussures et en les revendant bien sûr. Une autre promesse qui accélère encore plus et qui date des années 2000 jusqu'à maintenant, c'est le côté hype et le côté luxe. C'est-à-dire que maintenant, vous avez Chanel, Dior qui font des chaussures des sneakers, ce qui était complètement inimaginable il y a 20 ans. Parce que c'était presque le contraire de l'élégance. Aujourd'hui, c'est devenu élégant. Et donc, c'est un mix entre le dynamisme venant des marques de sport et le dynamisme dans les marques de luxe de se retrouver pour toucher une cible jeune et enthousiaste. Donc il y a le luxe d'un côté, le hype de l'autre côté. Le hype, c'est la différence entre le luxe et le hype. Le luxe, c'est réellement des chaussures
créé dans un but avec des matériaux uniques pour créer une pièce unique. Le hype, c'est l'association d'une chaussure ou d'un produit avec une personne connue. Là, il y a la chaussure qui s'appelle Yeezy, vous connaissez peut-être ce nom-là, ou qui est la chaussure qui est faite en collaboration avec Kanye West. Vous avez peut-être entendu parler de Kanye West. Donc, le simple fait que cette chaussure soit en collaboration avec Kanye West la rend désirable. Et ce qui est rigolo avec Kanye West, l'a fait ses Yeezy avec Nike, fait ses Yeezy avec Adidas, et dernièrement, il fait ses Yeezy avec encore une autre marque. Et ça marque pareil. Quelle que soit la chaussure, simplement parce que c'est la chaussure de Kanye West, elle est vendable. Alors que si c'était moi qui la portais, les gens aimeraient pas, mais ça m'étonnerait qu'ils en vendent des millions par an. D'accord ? Donc ça, c'est le hype. Et ce hype est aussi une des autres promesses, une des choses qui crée cette énergie autour du milieu de la sneaker. Il continue à créer cette énergie qui permet à la sneaker de se développer. Donc ça, c'est vraiment les derniers développements qui sont le fait que le luxe s'y intéresse et ce développement de le hype. Le hype existait déjà, en fait, parce qu'il existe depuis Jordan. Mais à ce point-là, hors du milieu du sport, c'est relativement nouveau. Et pour terminer, la dernière promesse, on va parler plus de qu'est-ce qui pourrait faire que ce marché s'écroule ou qu'est-ce qui va faire que ce marché continue à se développer. Et là, on est sur plusieurs choses qui sont l'innovation, donc l'innovation pure, le fait d'apporter des nouveaux matériaux, des nouvelles formes, des nouvelles choses à un produit, le rendre désirable, le rendre intéressant. On est exactement dans la même chose que le marché de l'automobile. D'accord ? C'est le marché de la sneaker ou la chaussure de sport et le marché de l'automobile sont extrêmement proches dans la façon d'agir. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à créer des Formule 1. Ces Formule 1 sont des pièces qui inspirent les gens et on dérive de cette Formule 1 pour créer des produits de masse. Ça, c'est ce que font les marques et ça se fait à travers l'innovation. Des nouveaux matériaux permettent de trouver de nouvelles formes. En fait, ce qui est très intéressant dans le développement innovant, c'est qu'il est l'opposé du stylisme. C'est-à-dire que le stylisme, vous prenez quelque chose et vous le stylisez par les bonnes couleurs, les bons matériaux, vous donnez un look acceptable, avec lequel les consommateurs vont pouvoir avoir un rapport facile. L'innovation, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire on crée une forme, on résout une fonction, et la forme qui va venir va suivre cette fonction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stylisme, c'est uniquement la fonction qui va guider la forme. Et à travers de chercher constamment des nouvelles fonctionnalités, on obtient des nouvelles formes. Et pour revenir aussi à ce dont parlait Gilles, une des grandes questions que les fabricants de chaussures se sont posées, c'est à quel point doit-on contraindre le pied pour le protéger, à quel point doit-on le laisser complètement libre. D'accord ? Il y a deux écoles, et en fait, il y a des marques qui font les deux types de produits. Il y a des chaussures qui sont appelées free, qui sont des chaussures assez larges, qui sont faites pour n'avoir aucune contrainte, qui sont très très souples, qui sont faites pour n'avoir aucune contrainte, pour que le pied puisse être pratiquement avoir l'impression de pieds nus et juste une protection entre le dessous du pied et le sol. C'est une protection en dessous du pied et le sol, mais la chaussure est très libre. Il y a d'autres chaussures qui sont faites pour protéger les gens qui... Alors vous avez peut-être parlé de ces deux mots qui sont supinateur et pronateur. Donc on a ou supinateur, on a les pieds vers l'extérieur, ou pronateur, on a les pieds vers l'intérieur. Le plus dangereux est la pronation. Donc on construit des chaussures pour éviter la pronation. Donc celles-là sont beaucoup plus contraignantes. En fait, on se rend compte que les deux sont utiles, c'est dépendant des personnes, et je parle sous le contrôle de Gilles, mais chaque personne ici a un pied différent. Donc les gens peuvent avoir, c'est pour ça que vous aurez l'occasion avec des amis discuter d'une paire de chaussures et dire « Ah, elle me fait mal aux pieds ». Ah, moi, pas du tout. C'est pas que la chaussure est bonne ou pas bonne, c'est qu'elle vous convient ou convient pas. Il y a une autre chose qui est faite et dans l'industrie de la chaussure, il y a quelque chose qu'on appelle un formier, quelqu'un qui fait des formes de chaussures. Je ne sais pas si pour vous montrer comment on fait une chaussure, je vais aller... Ah non, je peux pas aller... Je vais parler plus fort. Je vais jusque là vous montrer. Ça, c'est l'empeigne. Et ça, c'est la semelle intermédiaire. Et en dessous, vous avez la semelle de contact au sol. Vous construisez ça comme un châssis. D'accord ? Et ceci, c'est une empeigne qu'on met par-dessus pour couvrir le pied. Pour que cette empeigne soit cohérente, il y a besoin de la mettre sur une forme. Et en fait, le développement des formes est essentiel dans l'industrie de la chaussure
Parce que selon la forme que vous mettez, vous aurez un différent type de confort ou un pied qui s'adaptera à différents types de pieds et pas à d'autres. D'accord ? Donc cette industrie de la forme est très très importante. Et vous avez des centaines et des centaines de formes différentes. Et un constructeur de chaussures va choisir la forme qu'il veut selon ce qu'il veut obtenir comme résultat, selon ce qu'il veut obtenir comme performance. Plus vous êtes dans le sport, par exemple si vous faites du football, vous allez avoir une forme très très fine parce que vous voulez que le pied soit au contact avec le ballon au maximum et vous avez besoin finalement d'assez peu de protection. Si vous allez faire une chaussure pour faire de l'escalade, pas de l'escalade de la Varap, mais vous allez monter sur l'Everest, vous avez énormément de protection. Donc vous avez une forme complètement différente qui va permettre d'englober le pied et de lui donner presque une armure. Donc selon la forme que vous utilisez, vous aurez un résultat complètement différent. Donc toutes ces innovations vont créer des nouvelles formes. D'accord ? Vont créer des nouvelles formes. Et ça, c'est très très important pour la pérennité de créer de nouvelles formes, pour créer ce qu'on va voir derrière, qui est l'énergie. Et l'énergie est certainement ce qui est le plus essentiel et une des choses qui crée le succès des sneakers et qui créera son succès ou pas dans le futur, c'est la capacité des marques, des fabricants, à insuffler une énergie constante dans ce marché. Et ils le font aujourd'hui. On parlait du hype, on parlait du luxe, on parlait de la performance, on parlait de l'aspect communautaire. Donc il y a énormément de choses sur lesquelles les marques jouent pour créer cette énergie. Et cette énergie qui est créée par l'innovation est aussi créée par l'inventivité et la volonté de connecter avec différents types de consommation des marques de façon constante. Donc cette énergie est essentielle. Et le dernier mot, c'est que le futur du sneaker sera absolument polyforme. C'est-à-dire qu'il continuera à s'épandre et à se répandre selon les différents types de consommation qu'il y aura autour des chaussures et les différents besoins que les humains auront. Ce qu'on attend après pour la prochaine collection de chaussures, c'est l'exploration spatiale. Alors, l'exploration spatiale pourra potentiellement créer des chaussures extraordinaires parce que on aura besoin de gravité, de chaussures pour aider à reprendre la gravité, recréer de la gravité. On aura besoin de chaussures de protection, pas quelle chaussure faut aller pour quel système de traction pour être sur Mars. On ne sait pas ça. Mais tout ça, ça va créer des formes, ça va créer des résolutions de fonctions qui vont créer de nouvelles formes. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la sneaker va rester. Et certainement une des raisons principales, pour moi, c'est le côté que d'abord, c'est du confort pour votre pied. C'est la première chose qui crée le sneaker, c'est que c'est une chose extrêmement confortable qui est rendue élégante. Voilà. J'ai terminé. Je peux continuer pendant quelques heures si vous voulez, mais sinon je m'arrête là. Merci. Petite question, quand est-ce qu'on est passé, je ne me souviens plus, des baskets aux sneakers? Oui, c'est ça. Ah, de la terminologie? Oui, parce qu'avant, nous, à notre époque, pardon, on est des vieilles peaux, nous, et on portait des baskets, on ne portait pas des sneakers. Les tennis, oui. Le mot sneaker est arrivé avec le début du hype, en fait. Le mot sneaker est arrivé avec les collectionneurs. Donc les collectionneurs de chaussures. Merci. Les collectionneurs de chaussures, ça commence à arriver dans les années 90, les premiers collectionneurs de chaussures. Et à partir des années 2000, où c'est devenu, où soudainement il y avait une histoire un peu plus longue, donc 20 ans d'histoire, 25 ans d'histoire, ils ont commencé à appeler ça les sneakers, qui était le terme américain. Mais le terme basket reste absolument acceptable. Mais aujourd'hui, le côté sneaker décrit plus les collectionneurs et tout le côté du business autour de la chaussure de sport ou de la basket. Pardon, j'avais donc une deuxième question je vais reprendre mon expression de vieille peau parce que c'est vraiment cette impression-là que j'ai. Quand vous parlez de confort, en fait, à propos des sneakers, quand vous parlez de confort à propos des sneakers, j'ai presque, moi, l'expérience personnelle, individuelle, complètement inverse. C'est-à-dire que je trouve vraiment que ce sont des chaussures qui sont extrêmement inconfortables par rapport à des chaussures en peau, qui épousent davantage la forme du pied ou qui me laissent plus de liberté. Et justement, je rejoins cette idée de contrainte que... alors, sans doute que c'est peut-être dû à des formes différentes, mais voilà.
l'idée de confort, pour moi, ne me paraît pas forcément évidente. Voilà. Alors c'est très possible, tout dépend d'énormément de choses sur le ressenti que vous avez. Après ça, sur les sneakers, encore une fois, le scope est énorme. Le châssis d'une chaussure est une chose très difficile à faire pour qu'elle soit vraiment confortable et que soit vraiment bien faite. C'est une chose qui est très difficile. Il y a deux choses qui rentrent dans la construction de châssis. Il y a l'architecture que vous lui donnez, et après ça, les matériaux que vous utilisez. D'accord ? Et selon les marques, il y a des différences énormes. Énormes. Et une chaussure et c'est pour ça qu'une chaussure bien faite coûte cher. Parce que pour qu'elle soit bien faite, ça coûte de l'argent. Les chaussures que vous aurez à 25 € dans un supermarché, ça s'appelle des sneakers ou des baskets, mais vous ne pouvez pas avoir de confort. Et là, vous êtes sur une plaque complètement informe de caoutchouc, et qui, au contraire, qui devient très très vite, qui s'affaisse, et donc votre pied va être tout de suite mal placé. Donc, et aussi, après ça, il y a une forme que vous aimez. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ce qu'il faut voir dans les chaussures de sport ou dans toutes les sneakers, c'est, encore une fois, cette construction de la chaussure, cette construction de châssis a un impact énorme. C'est comme une voiture avec un mauvais châssis et un bon châssis. Vous aurez une sensation vraiment, vraiment différente. Mais c'est pas... encore une fois, Gilles le dit, chaque pied est différent. Donc vous pouvez avoir un pied ou une arche qui fait que le côté plus plat des chaussures de sport va moins vous plaire. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Bonjour. En fait, j'ai une question pour vous. Vous m'entendez? C'est bien? D'accord. En fait, vous avez montré le pied du gorille de montagne ou le pied du gorille de plaine, parce qu'il semblerait qu'il y ait un gorille qui ait un pied qui ressemble un peu au nôtre. Je crois que c'est celui du gorille de plaine. Et le gorille, il n'a pas un pouce à l'opposé, en fait. Son pouce et son gros orteil est solidaire avec les deux autres doigts, les 4 autres doigts de pied. Alors que le gorille de montagne, effectivement, il a un pied avec un pouce opposé, comme une main, je crois. En fait, on a l'habitude, là je l'ai montré comme ça, on a l'habitude de montrer des pieds de primates non humains avec le gros orteil divergent, pas forcément posable d'ailleurs, mais divergent. Le fait est, c'est qu'il peut être divergent, il peut ne pas l'être. En fait, là, pour être tout à fait juste, la capacité qu'ont les primates non humains, c'est à rendre divergent ou non leurs gros orteils. Donc vous allez avoir des primates qui vont dans une certaine marche, qu'elle soit bipède ou quadrupède ou autre, selon les substrats, choisir ou d'écarter leur orteil ou de le rapprocher selon l'appui qu'ils souhaitent réaliser. Donc il y a des différences entre les espèces, mais de manière générale, la caractéristique des primates non humains, c'est d'avoir la possibilité de faire diverger leurs gros orteils, ce que l'homme n'a pas. Voilà, si vous voulez. C'est une réponse un peu pas directe à votre question, mais c'est pour recontextualiser un petit peu, où en fait, il ne faut pas voir le pied du singe comme ça, tout le temps. Non, c'est pas vrai. Il peut faire ça, hein. De la même manière que les australopithèques pouvaient un petit peu aussi faire diverger leurs pieds. Si vous regardez un primate non humain marcher au sol, vous allez voir que selon qu'il est en quadrupédie ou en bipédie, ou selon la vitesse de déplacement, il va utiliser ou non son gros orteil, selon sa longueur aussi, hein, parce que le gros orteil est plus court que les autres. Et donc, dans une certaine phase d'appui, il ne touche plus. Donc, voilà, ça dépend un peu des singes. Mais voilà, personnellement, je ne fais pas de différence entre les gorilles des plaines et les gorilles des montagnes, de ce point de vue-là. Est-ce que vous pouvez nous parler des empreintes de pieds de Néandertal qui ont été découvertes au Roselle, je crois, en Normandie? Un petit peu. Alors, je pense que Jérémy Duvaux avait fait il a fait une intervention. Donc Jérémy Duvaux, il se trouve que j'ai eu la chance d'être son directeur de thèse.
Donc j'ai suivi le travail effectivement de près avec Christine Vernat ici également, et puis Dominique Liquet qui est en charge du site du Rosel et qui est l'inventeur des empreintes. Alors que puis-je vous dire? D'abord, il y en a beaucoup. C'est un site exceptionnel. Les niveaux à empreintes sont datés d'à peu près 80 000 ans. Donc on les rapporte à Néandertal, mais on n'a jamais trouvé le pied de Néandertal dans l'empreinte. Donc il y a toujours une petite ambiguïté, enfin une petite incertitude, d'autant qu'il n'y a pas de restes humains, par ma connaissance, au Rosel qui ait été découvert. Donc, et qu'à 80 000 ans, on peut avoir autre chose que de l'homme de Néandertal. Ce n'est pas impossible. C'est très peu probable compte tenu des connaissances que l'on a dans les environs à ces périodes-là, mais ce n'est pas impossible. Donc, alors, si c'est Néandertal, ces empreintes-là, il y en a beaucoup. Donc l'intérêt, c'est que ça permet de... et c'est ce que Jérémy a développé dans sa thèse, l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une idée à la fois de la morphologie du pied, quelque part de la fonction, enfin de la manière dont il fonctionne plutôt, du fonctionnement, puisqu'il sert avant tout à marcher en bipède, et puis aussi de la composition des groupes de néandertaliens. Donc c'est sur cet aspect-là que la thèse de Jérémy a principalement porté. Et donc lorsqu'on regarde les empreintes, les dimensions des empreintes, on peut faire des groupes de taille, et en fonction d'un certain nombre de comparaisons et de relations entre la taille du pied et la stature des individus actuels, on peut arriver à définir des catégories, des sous-catégories d'âge en fonction de la taille. Et donc c'est ce que Jérémy a fait, donc il y a un peu de formule derrière, que lui seul maîtrise parfaitement, sous-entendu moi un peu moins. Donc ce qu'il a montré, c'est que au Rosel, sur un des niveaux, il y en a plusieurs, sur un des niveaux où les empreintes étaient les plus nombreuses, les empreintes de petite taille étaient très nombreuses. Voilà. Donc, en conséquence, d'abord, il a pu déterminer un nombre minimum d'individus, donc qui est à peu près de 13 individus, 13 ou 14, enfin, on va dire entre 10 et 14, et avec une grande majorité d'enfants et d'adolescents. Voilà. Or, ce qui est nouveau dans cette affaire-là, c'est qu'on considère que les groupes de néandertaliens sont quand même pas composés essentiellement d'enfants, mais d'adultes principalement, et puis d'enfants. Et donc ça pose d'autres questions, c'est-à-dire de l'occupation du site au moment où les empreintes ont été laissées. Est-ce que la totalité du groupe était présente? Est-ce qu'une partie était partie ou était en migration, en déplacement? Voilà, un certain nombre de questions. Et puis aussi, potentiellement, le site est fouillé sur une zone, ça ne veut pas dire que la zone est représentative de la totalité de l'habitat. Voilà. Donc c'est des questions qui restent posées et que l'équipe en cours de Dominique Liquet certainement essaie de creuser. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Mais au niveau de la morphologie du pied, donc, pour répondre sur l'aspect néandertal, la morphologie de l'empreinte est compatible avec les caractéristiques du pied néandertalien tel qu'on peut le décrire à partir du squelette. Et on a au Musée de l'Homme des magnifiques collections, la Ferracie, qui a de l'exposition d'ailleurs, permanente, et qui montre les caractéristiques du pied néandertalien, donc relativement large, avec une voûte plantaire un peu moins marquée, enfin, voilà, un certain nombre de traits que l'on retrouve sur la morphologie des empreintes. Mais alors c'est très difficile, ça reste malgré tout très, très hypothétique, parce que ce sont des empreintes qui sont laissées dans de la boue sableuse, dans des paléodunes, et pour l'avoir fait vous-même, si vous marchez dans du sable, vous savez que selon le degré d'humidification du sable, l'empreinte reste plus ou moins. Parfois ça ne va pas marquer du tout, et parfois vous allez vous enfoncer, mais comme le sable est sec, ça va complètement effacer toutes les caractéristiques de l'empreinte. Donc voilà, avec cette problématique-là au Rosel, c'est qu'on est dans du sable. Voilà. Oui. Oui, je vais revenir à la fabrication des chaussures.
Je voudrais juste faire une petite réflexion. En fait, oui, il y a une majorité de femmes dans la salle, mais par rapport à ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord que des chaussures, elles sont tout à fait... enfin, chaque pied étant spécifique, les chaussures sont individuelles, entre guillemets. Et je dirais, en tant que femme, des chaussures, c'est comme un soutien-gorge. Ça s'essaye pour savoir si ça correspond à ce qu'on est. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc, voilà. Sinon, la question, c'est est-ce que... quand vous parliez des formes, donc de dizaines ou centaines de formes, je ne sais pas, chez les fabricants, l'objectif, c'est quand même, au final, de sortir une chaussure qui va pouvoir s'adapter à un certain nombre de consommateurs. Donc, ça ne reste pas juste une innovation, comment dire, théorique. Il faut que ça puisse se vendre, donc il faut que ça soit adapté. Donc, je pense qu'il y a quelque part aussi une étude des différents pieds auxquels tel type de chaussure qu'on veut sortir va pouvoir s'adapter. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Et donc, suite à ça, est-ce que les fabricants peuvent observer une évolution du pied sur quelques décennies, du coup? La forme des pieds, enfin, est-ce qu'il y a, il peut y avoir une évolution de la taille, par exemple, des personnes. Est-ce qu'il y a une évolution au niveau du pied? Peut-être le fait de justement se chausser différemment, enfin, voilà. La question, c'est là-dessus. La seule évolution qu'on a remarquée, c'est la taille moyenne des pieds. Donc c'est le fait que, si vous voulez, pour un symbole, dans les années 90, un pied d'échantillon, c'était du 42,5. Aujourd'hui, un pied d'échantillon, c'est du 44. Donc vous pouvez voir cette chose-là, mais je pense que c'est pas lié. Alors il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que c'est les chaussures de sport qui fait que les pieds sont plus grands. Non, c'est aussi que la population a grandi, à mon avis. Mais pour revenir à votre commentaire sur les formes, les formes sont... il y a toute une partie... Si vous lanciez votre marque de chaussures aujourd'hui, vous pourriez aller acheter les formes de base. Donc vous savez que cette forme va être une forme de femme, une forme pour une botte, une forme pour une chaussure de sport classique, une forme pour une sandale, une forme pour une chaussure de montagne, enfin toutes sortes de formes classiques. Ce que font les marques après ça, c'est qu'elles prennent ces formes classiques et elles les sculptent selon le besoin. Parce que je reprends l'exemple des chaussures de football, très 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 spécifique, parce qu'on a un besoin en fait d'être sur l'avant-pied et d'avoir en même temps la puissance quand on démarre et en même temps la liberté sur les orteils pour avoir une sensation. Donc vous voulez des chaussures qui ressemblent pratiquement à un gant. Donc vous allez prendre une forme très fine, presque une forme féminine, et vous allez la sculpter pour avoir cette sensation de gant, qui va peut-être contraindre un peu les orteils, mais qui va vous donner cette sensation de gant. Donc ce que font les marques, c'est qu'elles ont tous cette forme de base, et après ça, selon ce que vous voulez comme résultat, vous allez jouer avec la forme pour essayer d'avoir une performance encore plus grande. Mais on connaît le type de forme qui va aller. Et le type de forme change aussi. Ce qu'on voit comme différence, c'est qu'en Asie, on n'utilise pas les mêmes formes qu'en Europe. Aux États-Unis, souvent, on n'utilise pas les mêmes formes qu'en Europe. Les Américains ont des pieds beaucoup plus larges que les Européens, typiquement. En France, c'est très très rare, si vous voulez, une chaussure qu'on appelle, vous avez double A, triple A, quadruple A, qui sont les largeurs. En France, pratiquement l'industrie ne vit qu'avec une largeur. Aux États-Unis, c'est très commun, vous allez dans un magasin, vous pouvez demander les chaussures en plusieurs largeurs, parce que la largeur de pied est plus grande. Au Japon, par exemple, au Japon, on est obligé de créer des chaussures spéciales uniquement pour le marché japonais, parce que les Japonais ont le pied plus carré, et donc ils ont besoin d'une forme différente et d'une construction différente. Donc ça, on voit des différences à travers les différentes ethnicités, mais le scope de toutes les formes possibles génériques a été couvert, et on utilise encore des formes qui ont été créées dans les années 70 sans aucun problème. Donc on voit, pour répondre directement à votre question, pas d'évolution vue sur la forme du pied, uniquement sur la taille. Je me permets de la prendre un petit peu aussi pour moi, la question. C'était un peu mon propos de vous dire aussi que depuis 2 millions d'années, en fait, la forme, la structure générale du pied n'a pas changé, et son fonctionnement non plus. Donc depuis voilà, des milliers de générations,
Donc d'une génération à l'autre, cette morphologie de pied, elle a été retransmise, pas à l'identique évidemment, puisque je vous montrais aussi qu'il y a une grande variabilité aujourd'hui dans la population humaine, mais dans ces grandes lignes, il n'y a pas de changement particulier. Donc Jean effectivement évoque la taille du pied. Donc voilà, c'est essentiellement au niveau de la taille qu'on peut observer des grands changements. Néanmoins, je profite de ça pour préciser un propos. C'est que ce qui interpelle l'anthropobiologiste que je suis, c'est la durée de l'événement sneakers, c'est-à-dire ou du chausson dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire c'est rien, hein, c'est un claquement de doigts. Et l'anatomie, elle répond pas à un claquement de doigts. Voilà. Si elle doit s'adapter, elle peut pas le faire comme ça. Et la chance de des sneakers, c'est la diversité des modèles. Voilà. Ça, il y a une chose qui est vraiment importante dans les sneakers, c'est que tout le monde va trouver une sneakers dans laquelle il va pouvoir se sentir bien. Ça, c'est avec la quantité de modèles. Alors si les démarches commerciales ont une qualité du point de vue de l'anthropobiologie, hein, je me place que de ce point de vue-là, je pense qu'il y en a d'autres, mais du point de vue de l'anthropobiologie, c'est de produire beaucoup et de chaussures très différentes les unes des autres, qui font qu'on peut espérer que malgré les petites différences de sizing, enfin d'adaptation au pied, bon, Salomon, et moi je suis très bien dans ces chaussures, hein, je faisais ça comme ça, mais je suis très bien dans ces chaussures-là, sinon je ne les porterai pas, parce que je les ai essayées, en l'occurrence, avant de les acheter. Et je les ai achetés où je les ai essayés, donc petit message aussi important. Donc le fait est, c'est qu'avec tout ce qu'il y a dans le marché aujourd'hui, on trouve toujours quelque chose qui nous va. Voilà. Ce qui nous a interpellés, donc nous, c'est la durée, c'est la durée de l'événement, et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de collecte qui se veut s'adresser au maximum de gens dans leur diversité, dans leurs origines, dans leur âge. Voilà. Nous, on veut essayer de profiter d'une exposition qui est potentiellement visitée par des gens qui viennent de partout, de toutes origines, pour collecter des données à un moment donné et avoir un flash de ce qu'est, une idée de ce qu'est la diversité morphologique du pied humain aujourd'hui. Parce que la longueur et la largeur en soi ne suffisent pas. Voilà. Et autant la longueur augmente, la largeur va probablement augmenter un peu en relation à cette augmentation de longueur. Mais si vous gardez toujours le même ratio, vous risquez à terme d'être un peu bloqué. Voilà. Mais encore une fois, c'est l'aspect anthropobiologique qu'on aborde, du point de vue de la vie de tous les jours et du confort que ça apporte, et du point de vue, compte tenu de la diversité des chaussures existantes aujourd'hui. Il y a les sneakers, mais il n'y a pas que les sneakers d'ailleurs, hein, on peut être très bien dans des boots. Voilà, on trouvera toujours un pied dans lequel on se sentira très bien. Voilà. Si je peux juste continuer, parce qu'il y a une autre chose qui est importante, c'est sur l'évolution du pied, c'est que l'évolution en revanche qu'on a vue sur le pied, c'est plus lié à la musculature autour. En fait, ce qu'on a pu mesurer dans les labos de chaussures, c'est qu'on voyait que les gens qui portaient des chaussures trop contraignantes avaient tendance à perdre de la puissance musculaire. Ceux qui portaient des chaussures très très lâches en gagnaient. Et donc à un tel point qu'on avait des sportifs qui s'entraînaient avec des chaussures spécifiques, très très souples, pour s'entraîner, pour gagner de la musculation, et en termes de compétition, qui utilisaient des chaussures plus contraignantes parce que ça permet d'augmenter leur performance. Donc, encore une fois, pas vraiment de vérité. Et pour revenir juste sur une chose pour madame, pour les chaussures, la façon dont vous reconnaissez une chaussure qui vous va bien, qui vous va bien, une sneaker spécifiquement, c'est que vous la mettez au pied et vous délacez complètement les lacets. Une bonne chaussure, ou une chaussure qui vous va, vous pourrez marcher sans lacets sans que la chaussure s'en aille. Si la chaussure s'en va, ou c'est une chaussure de mauvaise qualité, ou elle ne vous va pas du tout. Ça, c'est un des tests que vous pouvez faire. Enlevez le lacet, voyez si votre pied bouge dedans. Si le pied bouge dedans trop, c'est que le châssis de la chaussure ne vous convient pas.
Merci. Et je voulais aussi faire mon petit roquet et être pas trop pro-marque non plus. Hein. C'est quand même pour dire que les statistiques des marques sont un peu légères hein, du point de vue de l'anthropobiologiste. Hein. Il n'y a pas tant d'individus que ça. Et souvent, ce sont des individus un peu ciblés ou d'un environnement donné. Donc, c'est un peu aussi par rapport à la biodiversité, en tout cas la diversité humaine, c'est une question que nous, on se pose et qui nous interpelle. Voilà. Quand vous mettez dans le même panier la durée dans laquelle tout ça s'est passé, c'est-à-dire un moment, un instantané, quand vous mettez dans le même paquet ça, plus la diversité actuelle, voilà, ça interpelle et ça pose question. Donc c'est ça qui nous intéresse. Mais je voulais dire que les marques sont pas si balèzes que ça en statistique. J'ai le micro. Mais que, voilà, encore une fois, ils font beaucoup de choses très bien. Voilà, la diversité, c'est pas forcément les citadins de Paris ou les citadins de New York, c'est bien plus que ça. Voilà. Et des sneakers, on n'en porte pas partout non plus. Oui, je voulais savoir s'il est exact que Stan Smith a été un des premiers joueurs professionnels demandé à être payé par Adidas à la vente de chaussures, un pourcentage sur le nombre de chaussures et non pas un contrat annuel ou sur plusieurs années. Alors il a eu des royalties parce que c'était des chaussures à son nom. Et donc la plupart du temps, quand un athlète a une chaussure à son nom, une partie de l'échange est faite par des royalties. Donc c'est une histoire de propriété intellectuelle en fait. Donc dès que vous associez un nom à quelque chose, par essence, on crée des royalties. Mais c'est un des premiers. Le premier, il y a eu Rod Laver avant lui, Ilie Nastas, je ne sais pas quand. Tout ça, c'était Adidas qui l'avait fait. Je pense que c'était... Et puis, il y a avoir quelques joueurs de basket aux États-Unis aussi. Mais c'est un des tout premiers. Et si on veut raconter l'histoire, c'est certainement l'histoire la plus... Avec Michael Jordan, c'est l'histoire la plus spectaculaire et la plus connue. Non, mais c'est pas très long, c'est juste pour revenir sur le site du Roselle, où à l'époque le magazine Historia évoquait le fait qu'il y a eu quelques individus chaussés. D'ailleurs, dans l'encadré, il y avait marqué Néandertal portant chaussures, mais alors, finalement, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Alors, bon, moi je ne travaille plus au Roselle, il faut que je vous le dise quand même, que les choses soient très claires. Je ne travaille plus au Roselle. Donc, je ne suis pas au courant d'éventuels développements. Et encore une fois, le fait que certaines empreintes portent pas des orteils ne veut pas forcément dire qu'il y avait un chausson. Hein, il faut faire un peu plus que ça pour pouvoir le démontrer. Ceci étant dit, on ne peut pas exclure l'hypothèse. En tout cas, moi, je n'ai pas les moyens de contrer cette proposition. Et encore une fois, et c'est tout à fait possible, si d'un point de vue chronologique, ça correspond, c'est du Pléistocène supérieur, d'après les données de Trinkhaus, les Néandertaliens, quelques-uns ont potentiellement des traces sur leur phalange proximale qui pourraient permettre de penser qu'il y avait un port de chausson. Donc c'est pas du tout une aberration. Voilà. C'est une possibilité. De là être affirmatif, personnellement, je ne le serais pas. Mais je ne sais pas qu'il a... Je sais qu'au moment même de la thèse de Jérémy, c'était des questions qui se posaient. Je ne crois pas que Jérémy ait défendu cette thèse-là. Mais bon, en tout cas, c'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Mais faudrait... pour avoir participé à l'étude de Lisiana qui a testé tout un tas d'expérimentations sur du Gravétien, donc de l'homme moderne de trentaine de milliers d'années, pour avoir participé à cette étude, il y a énormément de thèses de croisement d'expérimentation, d'expérimentation croisée, qui permettent d'arriver à la conclusion. Et encore, elle n'est pas certaine, on ne peut pas dire il les avait à tout, absolument. Disons, parmi les hypothèses qui se présentent, c'est la plus probable. Voilà. On va prendre une dernière question. Merci. Est-ce qu'on a pu faire des études sur quand il y a eu la différence entre la sédentarité et puis le pastoral, enfin, les gens qui
ont continué à marcher, ceux qui se sont donc plus ou moins, pas arrêtés, mais moins. Est-ce qu'il y a eu des études sur l'évolution du pied? Des études réalisées? Pas à ma connaissance, non. Mais c'est un sujet à part entière, effectivement. La sédentarité, le nomadisme. Alors aujourd'hui, on travaille, enfin moi-même j'ai la chance de collaborer sur un terrain iranien, sur l'étude de la marche et des caractéristiques morphologiques de populations nomades non mécanisées, parce que maintenant les nomades sont parfois mécanisés ou assistés par des animaux. On n'a pas travaillé là-dessus. À ma connaissance, je n'ai pas connaissance de travaux. Voilà. Pour être clair, je ne suis pas... Et quant au port de chaussons, je ne connais pas. Juste là-dessus, et nous, quand on vient de l'industrie du sport, en fait, on a des données sur sur des périodes très courtes, avec des types de personnages extrêmes en fait. Et à chaque fois, les seules différences qu'on voit, c'est sur la musculature. Et en fait, ce qu'on fait toujours, c'est mesurer la puissance des pieds. Et ce qu'on a vu sur l'évolution, c'est l'extrémisation, en fait, la largeur de la puissance d'un pied entre une personne qui fait peu de sport, ou voire pas, et un athlète professionnel. Et la différence entre les deux n'a fait qu'accroître au fur et à mesure des années. Ce que je ne suis pas capable de dire, c'est est-ce qu'on a vu qu'elle avait été descendue pour certains et montée pour d'autres. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la pression développée par le pied des athlètes aujourd'hui est beaucoup plus grande. Mais ça peut être aussi lié au poids des athlètes. C'est-à-dire que quand vous aviez un sportif qui faisait 80 kg et que maintenant vous en avez qui fait 110, que de muscles, donc la pression va totalement être différente. Mais encore une fois, on n'a que des mesures très très spécifiées sur quelques personnes. Ah, très récente, oui. Madame, s'il vous plaît, dans le micro, merci beaucoup. Moi, je parlais des temps antérieurs. Alors, oui, j'ai peut-être quelques éléments un peu complémentaires. Alors, le fait d'être sédentaire ou nomade, en fait, c'est peut-être pas trop la question. La question, c'est peut-être plus le niveau d'activité. Donc cette question, par le passé, en termes d'activité, il y a guère que, depuis les sociétés industrialisées, que la question de la sédentarisation au sens strict, tel que nous, enfin voilà, on est assis, 60-70% de la journée, se pose. Quand aujourd'hui, vous allez en campagne, dans les milieux ruraux, où les gens sont toujours actifs, donc ils sont toujours sur leurs pieds, ils bougent tout le temps. Donc ils se déplacent tout le temps. Donc quand on se déplace sur 10 mètres ou qu'on se déplace sur une plus longue distance, voilà. Après, le nomadisme ne veut pas dire qu'on se déplace tout le temps, qu'on marche tout le temps. En fait, le nomadisme, c'est vous déplacez avec votre famille et votre matériel pour vous loger, et donc vous vous posez régulièrement, et vous avez vos animaux, etc., et vous en occupez. Donc, on va dire, ça relève d'un niveau d'activité important, mais probablement pas forcément beaucoup plus important que celui de sédentaires, comme on les imagine, c'est-à-dire ces néolithiques qui se posent, qui ont leur construction pérenne et qui restent là. Ils restent très actifs. Après, ce qu'on peut faire comme différence, c'est entre milieu artificiel et milieu non artificiel. Parce que quand vous marchez en milieu artificiel, vous êtes sur du plat. Le seul relief, ce sont des escaliers, mais d'un escalier à l'autre, ça reste plat. En milieu naturel, vous n'êtes jamais sur un sol plat, qui plus est, jamais dur, ou en tout cas pas toujours dur. Dur, souple, incliné, irrégulier. Et donc la capacité du pied, et en fait c'est sa finalité, enfin sa grande caractéristique, le pied humain, du bipède, mais de tous les pieds, mais du pied humain bipède, sa caractéristique, c'est sa capacité à s'adapter à n'importe quel substrat. Donc il va s'adapter à la chaussure aussi. C'est intéressant d'ailleurs de réfléchir à ça, à la capacité d'adaptation du pied à la chaussure. On porte des choses. Enfin, moi, je peux porter des Salomon toute ma vie. Je ne suis pas du tout certain que je développerai une pathologie en lien avec le port de cette chaussure. Ou des Nike.
Non, c'est que le pied, il est capable de s'adapter à tous les substrats. On voit même des gens aujourd'hui qui vont courir pieds nus. Hein. Le minimalisme, c'est un vrai courant de pensée, même quelque part, où des gens démontrent que dans certaines conditions, ils sont plus performants, en tout cas, ils sont plus endurants, etc., avec des chaussures, voire même pieds nus. Bon, c'est un autre débat. Donc voilà, je pense que c'est plutôt milieu artificiel versus milieu naturel, où le pied est beaucoup plus sollicité. S'il est plus sollicité, il est plus musculeux. Il est souvent plus large, hein, un petit peu plus élargi. Voilà. Donc une zone d'appui beaucoup plus importante. Et tout ce qui est proprioception, qu'on oublie dans les chaussures, est omniprésent. Donc, proprioception, vous allez dehors, vous enlevez vos chaussures, n'importe où vous marchiez, vous allez avoir des informations qui vont vous revenir au début, que vous allez sentir, et qu'au bout de 15 jours, si vous avez la patience de tenir 15 jours, vous ne sentirez plus. Pourquoi ? Parce que c'est ancré dans des réseaux très locaux qui fait que le pied ne va se désensibiliser et va s'adapter immédiatement aux irrégularités. Voilà. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'il faut peut-être creuser. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, donc ça ne devait pas être... Je crois que ça va être le moment qu'on se sépare, malheureusement. Un grand merci pour cette conférence à 2 voix, 4 pieds, je ne sais plus quoi dire. C'était très bien de vous réunir tous les deux avec vos 2 approches. J'ai beaucoup apprécié cela.